Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'Anonymal pour une nouvelle émission politique. Bonjour Jean-David Ciotte. Bonjour. Donc vous êtes maire du Puy-Saint-Tréparade et aujourd'hui le candidat du nouveau Front Populaire pour la 14e circonscription des Bouches-du-Rhône pour ces élections législatives anticipées. Donc ces élections, on le sait, elles ont lieu dans un contexte qui est très particulier, suite à la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron le 9 juin dernier, après le score historique du Rassemblement national aux élections européennes. Donc ma première question serait comment vous avez reçu cette dissolution qui a été très commentée et critiquée, surtout à gauche? Le président de la République a fait un choix incompréhensible aux yeux de nos concitoyens, répondant d'ailleurs à l'appel du Front National qui demande la dissolution de l'Assemblée. Il dit oui, d'accord. Bon, à un moment donné où les résultats, c'est une élection européenne. Et aujourd'hui, il renvoie sur une élection locale, sur une élection nationale, pardon. Et c'est incompréhensible. Concluant que de toute façon le pays est ingouvernable, mais il l'est depuis 2022, que en fait il fait un aveu, d'échec et d'impuissance. Et l'échec et l'impuissance, il le doit à ces 7 années de gestion où, pour ceux qui, en 2017, dont je fais partie, ont pu croire qu'il y avait un nouvel espoir, qu'il y avait une nouvelle manière de faire de la politique, qui soit horizontale, qui soit coopérative, qui vienne. Ça a été l'enjeu des élections en 2007. Aujourd'hui, il démontre une verticalité incroyable, une décision où il est tout seul, il la prend même contre l'avis de son Premier ministre, contre l'avis du président de l'Assemblée nationale, contre l'avis du président du Sénat. Il est tout seul, alors il n'est pas obligé de le suivre, mais il est tout seul à décider de cette décision. Et il met tout le monde dans l'impasse, considérant que c'est aux Français de trancher cette affaire-là. Alors certes, c'est aux Français de trancher cette affaire-là. Les Français, ils ont voté pour des scrutins européens, disant, on met effectivement l'extrême droite en tête, ce qui pose une difficulté quand même dans notre société, et notamment en France. Si la France demain devait basculer dans un régime d'extrême droite, est-ce que c'est ce que veut la société? Est-ce que c'est l'image qu'on veut donner dans le monde d'une France qui serait dirigée par Monsieur Bardella ou Madame Le Pen aux yeux du monde, au moment où il y a les Jeux Olympiques, au moment où on est dans une situation politique internationale qui doit nous obliger à des grandes responsabilités. La guerre en Ukraine, ce qui se passe au Moyen-Orient, ce qui se passe dans le Pacifique. On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas, les rapprochements entre la Russie et la Corée du Nord. Et aujourd'hui, la France, qui est quand même la 5e puissance mondiale, elle se joue au poker ou sur une partie de dés parce qu'un président de la République n'est pas content d'un résultat électoral. C'est pas acceptable. Est-ce que selon vous, ça témoigne d'un échec aussi, peut-être, de la politique menée par Emmanuel Macron ces dernières années? Clairement, le résultat que fait la formation d'Emmanuel Macron au moment où, dans le reste de l'Europe, il y a un vent nationaliste, mais il y a aussi un vent de droite. Aujourd'hui, il a fait une politique de droite, il est sanctionné pour ça dans ce pays. Donc oui, il y a certainement un échec, mais la question, c'est, on va le voir là, sur l'élection nationale, est-ce qu'il est en capacité? Lui nous explique que c'est soit le chaos à gauche, soit le chaos à droite, et il serait la seule solution. Moi, ce que je crois aujourd'hui, c'est que les gens ont besoin d'avoir une alternative haute que soit un mouvement nationaliste en France, soit effectivement une politique de droite extrêmement libérale. Il a fabriqué une idée en 2017 qui est celle de rassembler la France, de faire une France qui devait créer de la richesse. Il nous avait promis de faire de la France la Californie. Aujourd'hui, on n'est pas la Californie et on a une politique à la fois quand même très marquée de manière sécuritaire et à la fois marquée en matière de libéralisme, ce que les gens ne se retrouvent pas. Aujourd'hui, la question du pouvoir d'achat, qui a été posée depuis longtemps, elle a été posée par les Gilets jaunes, elle a été reposée par la suite de la crise du Covid, notamment avec les questions de forte inflation, qui sont les conséquences du quoi qu'il en coûte de la crise du Covid. Et donc aujourd'hui, la question au cœur des préoccupations des Français, c'est de dire on ne croit plus à tout ça, on n'arrive pas à vivre dans notre pays parce que c'est trop compliqué et parce qu'on n'en a pas les moyens. Et donc ça crée effectivement un vote aujourd'hui de rejet du président de la République, au-delà de son comportement qui devient autoritaire, et c'est absolument incroyable d'un président de la République. Il est président de tout le monde, il n'est pas président pour lui-même. Et donc il a failli, sa majorité a failli. La dissolution, au fond, est un constat totalement d'échec. Donc, c'est quelle alternative on crée? Moi, face à ça, la question qui se pose, c'est comment on relève le grand? Moi, mon premier sujet, ça sera d'empêcher le Front National d'être le représentant d'Aix-en-Provence à l'Assemblée nationale.
Et du coup, je disais en introduction, vous êtes maire de la commune du Puy-Saint-Tréparade. Pourquoi ce choix de vous présenter en tant que candidat pour les législatives ? Alors, on est venu me demander d'être le candidat du Rassemblement. Moi, je suis un social-démocrate, tout le monde le sait. Je ne mentirai à personne sur mon positionnement politique. J'étais au Parti Socialiste, je suis toujours au Parti Socialiste. J'ai fait la campagne de Raphaël Glucksmann sur place publique, sur cet espoir qu'il puisse y avoir autre chose. Aujourd'hui, on est à un moment où je suis au Puy-Saint-Tréparade, j'étais très bien dans ma ville. J'ai été le député ici pendant 5 ans de cette circonscription. On a fait un certain nombre de choses. Il y a des sujets à Aix-en-Provence, dans le pays d'Aix, qui sont fondamentaux pour l'avenir de la France, qui doivent être portés, qui doivent de nouveau être portés. La question des semi-conducteurs est de Rousset, qui aujourd'hui est un enjeu, on le voit bien, l'Europe a fini par comprendre que notre autonomie sur la question des semi-conducteurs était fondamentale. Les semi-conducteurs, c'est ce qui fabrique demain les intelligences artificielles, demain les grands calculateurs dont on a besoin. La question de l'énergie, au travers du plus grand centre de recherche mondial sur la question des énergies, c'est la Cité des énergies à Cadarache, à Saint-Paul-les-Durance, avec Cadarache sur la fission, avec ITER sur la fusion, et sur toutes les énergies renouvelables. Ces sujets-là, qui sont des sujets d'indépendance, on le voit bien, la crise que nous connaissons après le Covid, avec la guerre entre l'Ukraine et la Russie, est une crise, d'abord pour nous, une crise sur la question de l'énergie. Et personne ne porte ces sujets ici. Personne n'engage. Ce sont des sujets de souveraineté nationale. Voilà, il y a des grands sujets. Moi, je les ai portés pendant 5 ans. Tout le monde le reconnaît. Il faut continuer à assumer de porter ces sujets-là. Il faut porter des sujets au niveau national sur les questions de souveraineté. Il s'avère que la spécialité dans laquelle j'étais, la commission dans laquelle j'étais quand j'étais parlementaire, c'était la commission de la défense nationale et des forces armées, sur les questions de souveraineté de la France, sur les questions de l'armement de notre pays, ce qui assure notre sécurité. Aujourd'hui, notre liberté, c'est notre puissance militaire qui nous protège. Et celle-là, on doit aussi la faire. Ici, on a Eurocopter, on a Arrivatea, on a Dassault sur notre secteur, qui sont des industriels qui sont les plus importants pour assumer notre protection. Et donc, il faut qu'on suive ici. On ne peut pas avoir demain un représentant du Front National qui viendrait quand chaque fois qu'il y a un programme, qu'il y a une délégation internationale sur ITER, qui est le plus grand, c'est un consortium international ITER, entre des Américains, des Russes, des Coréens, des Européens, des Japonais, des Indiens, qui fabriquent le plus grand centre de recherche au monde. Et donc on a une responsabilité ici en Pays d'Aix, ici à Aix-en-Provence, de se dire qu'il faut qu'on se batte pour ça, mais qu'il faut aussi qu'on soit représentatif avec des gens qui portent, et des élus et des parlementaires comme j'ai pu l'être, comme ça doit être le cas sur ce territoire. Vous avez terminé votre mandat de député en 2017. Si vous êtes élu de nouveau, est-ce que du coup ces préoccupations dont vous parliez et que vous aimeriez porter à l'Assemblée nationale, ces préoccupations locales, est-ce qu'elles ont changé ? On a reçu Marc Penna qui nous a parlé de la problématique du logement et qui a pris pour exemple le renouvellement du quartier d'Ancagnane. Vous, est-ce que vous pensez que ces préoccupations des Aixois, enfin des habitants de votre circonscription en particulier, ont changé ou Alors, les grands sujets qu'on doit porter, industriels, d'avenir, de souveraineté, ils sont toujours là. Les grands sujets qui portent aujourd'hui, nos concitoyens, c'est la question du revenu. La question aujourd'hui, on a un problème de pouvoir d'achat de nos concitoyens. Ils n'arrivent pas à vivre dans les conditions de vie, dans notre complexité, dans ce monde, avec notamment les bas salaires. Donc il y a besoin, comme l'a fait l'Espagne d'ailleurs, d'une relance sur les bas salaires, qui est une relance économique. Aujourd'hui, le choix de l'Espagne était totalement différent du choix d'Emmanuel Macron et de sa majorité. Ils ont décidé de relancer les salaires, pour relancer la consommation, pour relancer la production. Ils ont aujourd'hui, l'Espagne, 2,4% de croissance, là où nous peinons à avoir 1,4% de croissance. Donc oui, il y a besoin d'un choc de relance par la consommation, il y a besoin de remonter le niveau des bas salaires, il faut donc en le faisant de manière intelligente et en partenariat avec les grandes branches de l'activité économique de ce pays, mais il y a besoin de créer ce choc-là. Sur la question du logement, Marc Penna a totalement raison, on a, et y compris dans ce territoire, on a un sujet d'accès au logement et d'accès au logement à loyer modéré. Ce qui est important dans la logique d'accès au logement, c'est de pouvoir avoir du logement social avec des loyers contraints qui permettent d'accéder
au logement intermédiaire, le LLI, du logement locatif intermédiaire, qui est par des grands groupes, où l'État finance une partie, mais qui est ouvert à plus de gens sur la question du revenu, et pour demain, dans le parcours résidentiel, qu'ils puissent, s'ils le souhaitent, devenir propriétaires dans le temps. Et donc il faut mettre en production un certain nombre de logements, il faut relancer la production du logement social. Aujourd'hui, ce gouvernement, je dois le constater, et dans les premières années de son gouvernement, ils ont écrêté les fonds propres des bailleurs sociaux. Et donc, on a une pénurie aujourd'hui de capacité à produire du logement social. Après, produire du logement social, c'est compliqué dans les communes, c'est compliqué dans les villes, mais il faut s'y atteler, le faire intelligemment. Aujourd'hui, on ne fait plus des grandes cités, on fait du logement social de grande qualité, avec des équipements d'économie d'énergie qui sont au niveau, au même standard que les appartements qu'on met à la vente et qui sont en accession. Donc oui, il faut appuyer, parce que c'est aussi un vecteur de relance économique sur le BTP, et notamment sur la production de logements. Donc oui, la production de logements est un sujet important, à la fois pour notre secteur économique, mais surtout pour qu'on puisse avoir une chaîne où tout le monde puisse trouver un logement décent, ce qui n'est pas le cas, après avoir quand même beaucoup ponctionné. On a voulu faire grossir les bailleurs sociaux, on a voulu leur faire piocher dans leurs réserves et dans les réserves de capitalisation. Je pense que c'était une erreur. On les a beaucoup affaiblis, on a beaucoup affaibli les bailleurs sociaux. Du coup, il nous faut, sur le logement intermédiaire, et il faut qu'on renforce les aides sur le logement intermédiaire pour que le parcours locatif puisse se retrouver, et surtout dans des régions comme les nôtres, où c'est une grande difficulté, le logement est une grande difficulté sur le périmètre d'Aix. Moi, j'ai des chefs d'entreprise qui me disent on recrute, quand on trouve des gens, ils ne peuvent pas rester, parce qu'ils ne trouvent pas de logement avec des loyers, pourtant, même si on est au-dessus du SMIC, c'est sur des techniciens, notamment sur la microélectronique ou sur un certain nombre de sujets, ils n'arrivent pas à trouver aujourd'hui le logement, en tout cas dans des prix ou dans des conditions sur lesquelles ils peuvent faire venir leur famille. Donc oui, la question du pouvoir d'achat et du logement est un sujet de préoccupation, mais je dirais sur notre territoire et puis globalement sur la totalité de la France, clairement. Donc la dissolution, elle a été annoncée le 9 juin. Le premier tour a lieu le 30 juin. C'est un délai très court. Comment on part en campagne dans un délai aussi serré ? C'est une très bonne question. et je crois que c'est pas très responsable d'avoir. Alors la Constitution le permet, puisqu'elle dit la campagne officielle est entre 20 et 40 jours. Donc le président de la République a choisi 20 jours. Puisqu'il a pris un arrêté de dissolution le 9 pour faire des élections le 30, donc il a choisi la période la plus courte, puisqu'on commence le 17 la campagne. Voilà. Après, ça clive beaucoup. Ça donne beaucoup de caricatures, c'est peut-être ce qu'il souhaitait. D'ailleurs, il a fait toutes les déclarations qu'il a fait jusqu'à maintenant. On est vraiment dans la caricature, on est vraiment dans la stigmatisation. Il y a les bons et les méchants. Voilà. Moi, je n'ai jamais cru, et ça, c'est peut-être un défaut, mais qu'on pouvait faire des explications raccourcies. Michel Rocard disait « Je ne peux pas expliquer quelque chose de compliqué avec des phrases de 10 secondes. » Voilà. Et donc, convaincre aujourd'hui, c'est très compliqué, parce que tous ces sujets sont sur la table, et ils ne demandent pas juste des questions de radicalisation d'un côté ou de l'autre en disant « il n'y a qu'à Faucon ». Il y aura vraiment un travail de fond à fabriquer. Il y a des réponses qui sont attendues, il y a des réponses qui sont données, il y a des programmes qui ont été établis, un peu dans l'urgence, c'est vrai. Il y a une responsabilité qui est la nôtre très forte face à l'arrivée potentielle de l'extrême droite dans ce pays. Et donc c'est ça l'engagement. Alors c'est vrai que c'est une hésitation de se dire est-ce qu'en 15 jours j'arriverai à convaincre les gens de ce qu'il faudrait faire ? Je ne sais pas si on y arrivera. En tout cas, moi j'ai l'espoir qu'on puisse fabriquer une alternative politique de gauche qui permette l'accompagnement des plus fragiles et en même temps l'accompagnement, le développement, la création de richesses pour que ce pays prospère et que nos concitoyens prospèrent dans un monde de liberté et franchement de fraternité, parce qu'aujourd'hui il y a des moments, y compris sur les marchés, quand on fait les marchés avec mes copains, où la fraternité a un peu disparu. Ça nous arrive, alors pas de se faire insulter, mais de se faire vraiment
alpaguer de manière agressive, considérant qu'il y aurait deux mondes. Moi, je ne crois pas qu'il y a deux France. Je pense qu'il n'y en a qu'une seule, et c'est celle auquel j'adhère, celle des Lumières, et celle de la République française, et c'est la seule que je connaisse, dans le respect des libertés. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai choisi un slogan, enfin en tout cas une idée d'une France digne, parce que je pense que c'est important de se rappeler que c'est ça, fondée sur une République des libertés. Parce que fondamentalement, on aura ce sujet-là devant nous, suivant comment tourne l'élection. Vous avez été élu donc en 2012 pour un mandat de député sur un territoire qui avait voté essentiellement pour Nicolas Sarkozy à l'époque. Comment faire pour recréer la même dynamique cette fois-là ? D'abord, parce que la dynamique, je pense qu'elle vient des européennes. Assez paradoxalement, le résultat de Raphaël Glucksmann, le résultat du Parti socialiste et de Place Publique, qui ont fabriqué le retour d'une idée que la social-démocratie pouvait et devait être une réponse à cette société qui est malade, qui a été beaucoup affaiblie, qui a été beaucoup libéralisée, elle vient redonner cet espoir. Donc moi, je suis convaincu que sur l'idée d'un rassemblement de la gauche porté par une social-démocratie, il y a cet espoir-là. Et au fond, c'était un espoir de 2012. Alors après, ce qu'il a été accompli complètement ou pas, les gens ont tranché en 2017, je dirais. Mais en tout cas, cet espoir, moi et le mien, il y a cette dynamique-là, je le vois bien, il y a une dynamique de gauche, il y a une angoisse chez nos concitoyens, il y a des colères, il y a des angoisses, il y a une très grande angoisse vis-à-vis de l'arrivée de l'extrême droite, c'est un sujet. Et donc on recrée cette dynamique. Moi, je vois, on fait les marchés, beaucoup viennent me dire « merci d'être candidat, d'être de nouveau candidat ». Je pensais qu'en 7 ans, ils avaient un peu oublié, alors moins les jeunes peut-être, parce qu'ils n'y étaient peut-être pas il y a 7 ans, mais en tout cas, la majorité, quand on va dans les villages, quand on va sur le marché, et c'est assez intéressant de voir que les gens n'ont pas oublié voilà, la politique est un peu plus subtile que simplement les caricatures qu'on nous fournit aujourd'hui, et dans lequel se fourvoie le président de la République, je trouve. Quels seront les grands axes portés par le nouveau Front populaire si jamais vous êtes majoritaire à l'Assemblée ? Les grands axes, d'abord, la question du pouvoir d'achat, je l'ai indiqué juste avant, mais la question du pouvoir d'achat est au cœur des préoccupations de nos concitoyens et il faut y répondre. La question, effectivement, du logement est un sujet aujourd'hui de grande préoccupation aussi de nos concitoyens qui considèrent qu'ils ont peur d'être déclassés, qu'ils ont peur de ne pas être logés. Moi, j'ai sur le Puy Saint-Tréparade, j'ai logé, on a fait un certain nombre de logements sociaux, de logements intermédiaires, et j'ai logé des gens qui dormaient dans leur voiture, des travailleurs au Puy Saint-Tréparade. Des gens qui ont du travail, on a des entreprises de microélectronique, notamment sur le Puy, et j'ai des gens qui viennent me voir en me disant, qui viennent me signaler, parce que les gens n'osaient même pas venir me le dire, pour qu'on trouve des solutions de logement. Donc ces questions-là sont au cœur, les questions sociales sont quand même au cœur des préoccupations de nos compatriotes. Les questions de souveraineté agricole et de souveraineté économique. Moi, je pense qu'il y a des sujets aujourd'hui où il faut quand même qu'on pose la question de la réindustrialisation de la France, de l'Europe et particulièrement de la France, sur un grand nombre. Donc il faut mettre des conditions. Il faut qu'on arrête de signer des traités de coopération, de libre-échange, sans contrepartie, en tout cas sans qu'il y ait des contraintes miroirs, c'est-à-dire que quand nous on met des contraintes, que ça soit environnemental, que ça soit social, on ne peut pas laisser importer des produits qui ne sont pas soumis aux mêmes contraintes. Donc dans les traités, il faut qu'on négocie, si on doit avoir de nouveaux traités, que ça soit sur les questions agricoles, mais que ça soit sur les questions industrielles. Il faut qu'on renégocie un certain nombre de traités avec des clauses miroirs qui disent on ne peut pas accepter aujourd'hui, je pense aux panneaux solaires, on va les fabriquer souvent avec nos brevets, on va les fabriquer en Chine, on les ramène en bateau qui consomment un tout petit peu quand même d'énergie fossile pour ramener des panneaux solaires. Donc on a ces réflexions-là. Aujourd'hui, c'est les subventions de nos bateaux qui financent le rapatriement des panneaux solaires et de l'énergie renouvelable. Voilà les questions qui sont sur la table sur le modèle économique. Après, il y a des questions de souveraineté de la France, il y a des questions de réarmement de la France, de réarmement de l'Europe, dans un monde qui est de plus en plus incertain. Donc les priorités de rééquilibrage social, des priorités aujourd'hui de défense nationale, de moyens
sur un certain nombre de services publics qui ont été très malmenés sur ces dernières années, sur la question de l'hôpital, sur la question de l'école, sur la question de la justice et des forces de sécurité. Il faut qu'on renforce les moyens. On le dit à chaque fois, on l'a fait de 2012 à 2017, assez ou pas, en tout cas la question de l'hôpital est un vrai sujet. Ce matin, j'étais aux côtés des salariés de l'établissement de l'ESAT de Louis Philibert, qui est un établissement pour personnes handicapées, où un tiers du personnel, parce qu'ils ne rentrent pas dans je ne sais quelle catégorie, qui est considéré comme du personnel hospitalier. Alors à l'hôpital, tout le monde a eu le Ségur de l'hôpital, et eux, ils n'ont pas eu le Ségur de l'hôpital, et donc j'ai une fuite, puisqu'ils disent, nous on part à l'hôpital, puisque là-bas on a 200 € de plus, et ici on n'y a pas droit. Et si la solidarité sur les questions d'accompagnement dans les soins, là en l'occurrence pour les personnes handicapées ou les personnes fragiles, mais demain à l'hôpital. Donc voilà les grandes priorités, les grands champs qui nous interrogent et sur lesquels la gauche doit répondre si demain elle accède au pouvoir le 8 avril, c'est celui du pouvoir d'achat, des conditions de logement, celui des services publics de proximité qui ont été notamment les déserts médicaux et qui n'est pas porté d'ailleurs, je le dis, au-delà de ce que peut représenter par ailleurs le Front National. Sur ces sujets-là, quand je regarde ce qui a été voté depuis notamment 2 ans où il y a des députés du Front National, sur ces questions-là, malgré le discours, ils ont toujours voté contre chaque fois que ça a été porté. Donc ce n'est pas une réponse sociale, l'extrême droite. C'est peut-être un discours qu'on a envie d'entendre, mais ce n'est pas celui qui porte quand ils sont aux actes. D'ailleurs, je constate que M. Bardella, depuis une semaine dont il se dit « tiens, si j'étais Premier ministre », rétropédale sur la question de la retraite, sur la question du pouvoir d'achat, sur la question de la baisse de la TVA, enfin sur tout ce qu'attendent nos compatriotes sur, au fond, ce qui les touche au quotidien. Il y a un électorat qui est très important et qui pourtant a du mal à se sentir concerné par la vie politique et électorale, c'est les jeunes. Mmh. Les jeunes, ils ont du mal à se mobiliser. Pourquoi c'est important selon vous que les jeunes se mobilisent aussi pour ces élections-là en particulier ? Je constate comme vous que les jeunes ont du mal à se mobiliser. Ils ont du mal à se mobiliser sur une question, y compris de la mémoire et de l'histoire. C'est-à-dire qu'on arrive à un moment de l'histoire, d'après-guerre, où finalement, il n'y a plus les témoins, ou quasiment plus les témoins. On n'a pas vécu de guerre, ou on n'a pas vécu de rapport au nationalisme finalement sur notre territoire national depuis tellement longtemps, que les générations qui sont là n'ont pas cette question. Donc le travail qu'on a fait sur la mémoire, pourtant on fait tous des manifestations, il y a l'éducation nationale a des programmes sur ce qui s'est sur le fruit de l'histoire et sur ce qui s'est passé, sur la Shoah, sur l'ensemble des génocides qui a pu y avoir lieu. Chaque fois qu'il y a un régime autoritaire, ça finit toujours avec un génocide. On peut les reprendre dans l'histoire. Il suffit d'aller au camp d'Émile pour voir la montée des mouvements totalitaires, des mouvements d'abord nationalistes, puis totalitaires, puis qui arrivent au génocide, parce que quand on pense différemment, finalement, on est la bête à abattre. Et donc sur cette question-là, les jeunes, du coup, ne sont pas mobilisés. Moi, ma génération, quand j'étais plus jeune, on a été mobilisés sur ces questions de liberté, sur ces questions d'histoire, etc. Donc c'est un vrai sujet, et les remobiliser sur ça, eux, ça leur paraît, ça n'a pas existé. Au fond, ce ne sont que des pages d'histoire comme le Moyen-Âge ou ce qui s'est passé dans l'Empire romain. Et donc ils n'ont pas l'impression que ça a des conséquences sur ce qu'ils sont. Ensuite, les jeunes, il y a une vraie difficulté, c'est est-ce qu'il y a un espoir dans cette société pour eux demain ? Parcoursup, pour être confronté à Parcoursup avec mes enfants aînés, que j'en ai un qui a 24 ans, un qui a 19 ans, une qui a 15 ans, où on a l'impression d'être jugé tout le temps, où on est dans une espèce de compétition et de course à savoir où est-ce qu'on s'inscrit, si on ne s'inscrit pas, est-ce qu'on va avoir. Donc on fabrique une génération de jeunes, alors pour peut-être les préparer à une vie dure demain de compétition, mais du coup, soit il y a ceux qui sont dans la compétition, il y a ceux qui ne sont pas. Et du coup, moi je vois, on fabrique au fond une société d'angoisse
Et donc, il va falloir, je ne sais pas comment on va revenir sur Parcoursup, parce qu'il faut aussi que les universités se remplissent et voir comment on les remplisse. Mais en tout cas, on ne peut pas rester avec des systèmes. Ça fait partie, alors Parcoursup, ça concerne surtout les étudiants universitaires, mais on est dans cette logique-là. Et il y a une logique de non-perspective pour une partie de nos jeunes qui se disent finalement c'est tout pareil, quelle que soit l'issue, c'est tout pareil, et donc on peut essayer ce qu'on n'a jamais essayé, parce qu'on n'a pas le fruit, on n'est pas percuté par l'histoire, et en même temps, on n'a pas des perspectives pour l'avenir dans un monde où finalement est-ce qu'on va s'épanouir, est-ce qu'on va avoir droit à la retraite, est-ce qu'on va avoir du travail. Alors le travail, la question du travail est faite, mais on a aussi une question de la paupérisation du travail. C'est-à-dire aujourd'hui, moi je le vois, j'ai des couples qui gagnent le SMIC, à deux ils arrivent à vivre avec leurs enfants, ils divorcent parce que ça arrive dans notre société et on a encore la liberté de le faire, j'espère que ça durera encore longtemps. La question c'est, avec un SMIC aujourd'hui, tu ne peux pas te loger et élever tes enfants. Et quand ils sont séparés, ils n'y arrivent plus. Et donc cette espérance-là, elle vient se heurter certainement une partie des jeunes, et donc du coup, la classe politique, ne donnant pas d'espérance, et c'est aussi un des échecs d'Emmanuel Macron par rapport à les engagements qu'il avait pris en 2017. D'être un jeune président qui comprend ça et qui fabrique cet espoir d'un pays de progrès, d'un pays dynamique, riche, prospère, qui leur fabrique un avenir et un monde meilleur. Et donc, le slogan de 2001, de 81 était changer la vie, en tout cas, voilà, il faut refaire vivre cet espoir. Et nos jeunes, ouais, je vois bien, ils ont le sentiment, moi j'en ai à la maison, j'en ai deux qui sont en âge de voter, ils votent sans espoir, sans espérance. Et ça, c'est terrible. Et vous pensez que le nouveau Front populaire peut répondre justement à ce en tout cas, j'espère que l'espoir renaîtra sur une gauche solidaire, sur une gauche où tout le monde vit ensemble et pas où les gens vivent les uns contre les autres, où la différence est un problème, où dans un monde où la question de notre rapport à la nature, à la biodiversité est un sujet qu'on prend ensemble, mais pas pour faire en sorte qu'elle soit punitive, je dirais, mais qu'elle soit porteuse d'espérance. Donc oui, j'espère que c'est ça auquel on essaye de répondre dans un système qui est contraint et dans un monde dans lequel les difficultés ne manquent pas. Alors du coup, il faut redonner de l'espérance, mais en restant en assumant d'être quand même réaliste sur ce qui nous entoure et ce qui nous attend. J'ai une dernière question. Est-ce que vous auriez un message à faire passer aux électeurs de votre circonscription pour les encourager à aller voter, à se prononcer dans les urnes le 30 juin prochain ? Pourquoi c'est important ? C'est important parce qu'on est à un moment de la politique, on est à un moment de la vie de la France où les choses peuvent basculer. D'ailleurs, chacun ira voter en son âme et conscience et heureusement, c'est ça qui est important. Le sujet qui est devant nous, dans un moment où 15 jours on doit expliquer ce qu'on va faire pour la France et quel pays on veut laisser à nos enfants dans 5 ans, parce que ce n'est pas une élection partielle, contrairement à ce que vous le disiez, c'est une élection générale. Et donc les gens qui sont élus, je ne sais pas s'ils resteront 5 ans, parce qu'il pourrait y avoir une autre dissolution, mais ils sont élus pour les 5 prochaines années. Ce n'est pas une élection partielle, ce n'est pas un moment où on va dire tiens on va changer quelques députés parce que voilà, la dissolution provoque le renouvellement total et complet de l'Assemblée nationale pour les 5 prochaines années. On va faire une nouvelle législature où pendant 5 ans les députés vont légiférer. Alors ils seront peut-être amputés, comme vient de l'être cette législature, par un président qui recommencerait une dissolution ou qui en ferait une autre, puisqu'il y aura des élections présidentielles en 2027, ou avant, si tant est que le président de la République aille jusqu'à la fin de son mandat. Je ne sais pas ce qu'il fera, mais en tout cas, donc c'est bien une législature complète. Donc le vote du 30 juin prochain et du 8 juillet, il engage la France en totalité pour une prochaine législature où on va faire les lois pendant les 5 prochaines années. Donc oui, c'est important d'aller voter, oui, c'est important de dire la France qu'on veut peut-être pas, et celle qui est porteuse d'espoir, y compris pour la jeunesse et pour préparer ce pays aux grands défis de demain, clairement. Merci beaucoup, Jean-David Ciotte, d'être venu sur notre plateau et d'avoir répondu à mes questions.
Et merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt pour une prochaine interview politique.